Stéphane, bonjour. Bonjour Vincent. Alors nous allons étudier tous les deux la validité d'un argument qu'on entend rabâcher à l'envi par un certain nombre de militants des actions européennes. Il faut s'exposer à cette classe d'actifs parce qu'elle est pas chère et elle est encore moins chère si on la compare à la classe d'actifs que sont les actions américaines. Alors j'aimerais qu'on étudie cet argument de deux façons. Premièrement, voyons s'il est juste et voyons s'il est le bon pour s'exposer aux actions européennes. Alors, est-ce que les actions européennes sont vraiment beaucoup moins chères que les actions américaines? Alors la réponse brute de décoffrage, c'est oui, c'est très simple. Si vous regardez le PE, le PER en français, qui est la mesure que tout le monde prend, qui est la mesure un peu canonique, on est à 18 grosso modo aux États-Unis, donc les bénéfices se payent 18 fois. En Europe, on est autour de 15. Donc on a bien une décote. On a une décote de l'ordre de 20%. Le petit bémol, donc ça veut dire qu'effectivement les actions européennes sont moins chères que les actions américaines. Il y a un bémol, c'est que les actions européennes sont toujours moins chères que les actions américaines. Donc il faut savoir si elles sont beaucoup moins chères que d'ordinaire ou plus chères que d'ordinaire. Exactement. Ou un peu moins chères que d'ordinaire. En moyenne, il y a une décote de 16% sur l'historique depuis 2005, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Donc, à l'heure actuelle, on est à 20%. C'est une décote qui est un peu plus importante que la décote historique, mais vous voyez que ce n'est pas énorme, en fait. En gros, on a passé plus du quart de l'historique avec une décote plus importante que celle qu'on a à l'heure actuelle. Donc, l'argument est valable si on compare le marché européen au marché américain, mais ce n'est pas un argument en béton armé parce que finalement, on est dans la zone grise où on n'est pas très loin de la moyenne de long terme. Alors, ce n'est pas un argument en béton armé, et puis le béton, il se lézarde un petit peu, surtout si on considère qu'il y a peut-être un biais dans notre façon d'appréhender cette cherté. C'est que, en fait, une bonne partie de la cote, de la cherté de la cote américaine repose sur le fait qu'elle est dopée par la présence de grandes valeurs technologiques qui se payent très très cher, non? Alors ça, c'est le deuxième argument. Et c'est là effectivement où le bas blesse beaucoup, parce que si vous prenez la tech, elle est très chère aux États-Unis et elle a un poids beaucoup plus important qu'en Europe. Donc forcément, ça biaise l'estimation beaucoup à la hausse. Si vous enlevez le secteur de la tech, et puis j'enlève aussi Amazon et Netflix qui ne sont pas classés en tech, qui sont classés en retail, en fait ça c'est du détail, mais on enlève toute la tech. Ça c'est le graphique qu'on voit apparaître à l'instant. Exactement. Si vous faites ça, vous avez toujours une décote, mais la décote est moindre et surtout, elle est pile poil à la moyenne de long terme. Donc, dit autrement, si on fait un indice entre guillemets vieille économie, c'est-à-dire toute l'économie moins la tech, on se retrouve en fait avec une valorisation européenne qui est toujours en deçà de la valorisation américaine. Donc, il y a bien une décote, mais une décote qui est normale si on regarde l'historique. Une décote traditionnelle. Donc, si on veut avoir une vision plus précise, il faut descendre au niveau sectoriel. Oui, c'est ça. C'est l'argument. Alors, si on descend au niveau sectoriel, premier point, évidemment, la tech est plus chère aux États-Unis qu'en Europe, et particulièrement chère. Bon, ça, c'est évident, puisque si on l'enlève, on change la conclusion. Il y a un secteur qui m'a beaucoup surpris, pour être honnête, c'est les financières. La décote des financières européennes est toujours importante, mais elle est beaucoup moins forte qu'elle ne l'était historiquement. Alors comment ça s'explique ça? Je pense que ça s'explique par le fait qu'on a eu une décote absolument énorme pendant la crise et que donc, à l'heure actuelle, on n'est plus sous des valorisations de panique, etc. Si vous regardez la décote des financières européennes par rapport aux américaines depuis 2012, disons le début de la fin de la crise, on se retrouve finalement à une décote qui est à peu près normale. Par contre, si on prend la crise, évidemment, la décote était beaucoup plus importante pour les financières. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui ressortent de cette étude, finalement? Tout ce qui est consumer discretionary, qui est tiré par certains secteurs. La consommation discrétionnaire, donc. Oui, pardon, excusez-moi pour l'anglicisme. Pour l'anglicisme, on vous pardonne. On en fait beaucoup, malheureusement. Donc, il y a un certain nombre de secteurs, et je pense que la conclusion pour moi, c'est que la première conclusion qu'on avait tout à fait au début de dire l'Europe est pas chère par rapport aux États-Unis, c'est vrai, mais c'est particulièrement vrai pour certains secteurs. Et je pense qu'il ne faut pas le jouer indice contre indice, parce qu'une fois de plus, je pense que l'argument n'est pas tellement convaincant quand on regarde vraiment dans les détails. Il faut le jouer par secteur. Mais alors du coup, je présume que vous ne retenez pas justement cet argument de faiblesse du prix des actions européennes comme
un argument décisif pour s'exposer à ces mêmes actions européennes. Du coup, est-ce qu'il existe aujourd'hui des arguments pour le faire ou non? Oui, il existe des arguments. Alors, d'une part, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un argument décisif pour être sur l'Europe, mais c'est quand même un argument qui supporte, parce qu'une fois de plus, la décote est un petit peu plus importante que d'habitude. Donc c'est quand même quelque chose qui va dans le bon sens pour les actions européennes. Pour nous, la vraie raison pour laquelle il faut investir dans les actions européennes, c'est qu'il y a un rattrapage des bénéfices. Et il y a un point qui est extrêmement important, à mon avis, c'est que le levier opérationnel a beaucoup progressé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour une certaine croissance de votre chiffre d'affaires, vous générez beaucoup plus de bénéfices que le cycle précédent ou celui d'avant. Donc les entreprises ont appris à générer des profits avec une croissance très faible. Et on le voit à l'heure actuelle, avec une croissance qui tient bien, qui est bonne, mais qui n'est pas extraordinaire. On a eu une saison des résultats sur le T4 en particulier qui était vraiment très bonne. Donc il faut s'exposer aux actions européennes parce que les croissances bénéficiaires seront au rendez-vous. Exactement. En termes de valorisation, on a bien vu les PE baisser avec la correction boursière. Mais ce qui s'est passé, c'est que la volatilité a augmenté. C'est-à-dire, pour prendre le VIX, qui est ce que tout le monde regarde, on était entre 10 et 15, là on est plutôt entre 15 et 20. Si vous avez plus de volatilité, vous avez moins de visibilité. Si vous avez moins de visibilité, vos PE doivent baisser parce que vous payez moins pour les mêmes bénéfices, parce que vous avez des doutes. Donc pour nous, les PE sont à un niveau où il ne faut pas attendre une très grande variation. Et c'est aussi pour ça que l'argument de valorisation, pour nous, n'est pas l'argument cœur. C'est plus une histoire de croissance des EPS, et on est relativement optimiste, on attend du 10-11% sur l'Europe cette année. Stéphane, merci. Merci à vous.